Mes chers amis, bien le bonjour à toutes et tous. Ensemble, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir sous la forme de podcast, j'avais dit que je le ferais il y a quelques temps déjà, ma première communication en histoire politique que j'ai donnée le 18 décembre dernier à la MSH de Bordeaux en partenariat avec le CEMS, donc le Centre d'études des mondes modernes et contemporains. Communication qui portait sur la guerre du Golfe racontée par les Guignols de l'info, donc tirée de mes recherches en histoire politique. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve à la fin de ce podcast. Mais ça vous concerne aussi davantage, ça concerne les étudiants d'histoire surtout, et peut-être d'autres même, qui se sentent concernés. Donc aujourd'hui il y a un groupe qui a été créé l'année dernière, et qui s'appelle le GEP, groupe d'étudiants interdisciplinaires sur le politique, et qui a été créé à l'initiative d'étudiants de PEP, Master PEP, donc d'histoire, et qui s'ouvre quand même aux autres parcours, et bien sûr on se revendique interdisciplinaire, donc on va pas non plus s'enfermer. Donc on a donc l'objectif de mettre un pied dans la recherche, c'est-à-dire de découvrir un nouveau métier, en fait, parce qu'on crée un peu de la recherche en master, qu'on est en master recherche, mais forcément on l'organise pas, et c'est totalement autre chose, surtout du côté administratif. On échange aussi avec les autres disciplines, on échange aussi avec les autres étudiants, donc on se sort un peu de nos recherches à nous, ça fait du bien des fois, et surtout on met en avant l'interdisciplinarité, on y tient vraiment, on essaye de pas faire semblant, on essaye de le faire entièrement, et aussi l'objectif que ça se pérennise, c'est-à-dire que ça se transmette d'étudiant en étudiant, de génération en génération, pour peut-être un jour que ça grossisse ou que ça évolue dans le bon sens du terme. Donc on a un planning cette année. Notre planning, le groupe sera représenté et on vous proposera une réunion, surtout pour les historiens. Désolé pour ceux qui ne sont pas historiens, mais on a dû communiquer, c'est très difficile malheureusement, bien qu'on essaye. Donc on a cette conférence, c'est notre premier événement, donc merci Julien Euro de nous avoir proposé cet événement. Et ensuite on aura un colloque le 26 mars 2025 qui est intitulé « La souveraineté de l'État de l'échelle locale à l'échelle supranationale », où on aura des politistes, des juristes et des historiens que vous connaissez sûrement pour intervenir sur ces thématiques. Et enfin on aura sans doute un dernier événement sur un ciné scientifique, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un autre groupe qui l'a déjà fait, le GER Jeune Recherche. Ça sera, on verra la thématique, mais ce sera un chercheur qui réagira à un film historique. Voilà. Clément Puget, j'ai entendu. Oui, peut-être. On ne sait pas. On avait pensé à Laurent Coste, mais on verra. On est assez libre sur ça. Donc voilà. Donc on voulait vous en parler maintenant, comme ça vous savez que ça existe, et c'est un groupe qui est libre. Vous pouvez faire plein de choses. Il n'y a pas d'obligation. Le colloque, nous on le fait cette année. Vous n'êtes pas obligé de le faire l'année prochaine. Donc c'est vraiment pour vous sortir aussi un peu de vos recherches, et tout ce que j'ai dit juste avant, je ne vais pas me répéter de toute manière. Donc je remercie le CEMS, dont aucun représentant n'est là ce soir, pour des questions qui ne me regardent pas. Les gens peuvent être occupés, en plus la date n'est pas pratique, le 18 décembre, donc merci aussi à vous d'être là. Et merci à les messages de nous accueillir, et surtout à Julien Euro, et qui fait en soi partie du GEP aussi, et à ceux qui font partie du GEP qui ont aidé à organiser, dont Théo, qui m'a aidé à contextualiser brièvement avant son intervention. Donc ton mémoire, je vais dire quand même l'intitulé exact de son mémoire, parce que cette intervention est sortie d'un chapitre de Julien, et son mémoire plus globalement qui est disponible sur Babor, d'ailleurs sur la médiathèque numérique, qui s'appelle « Actualité politique, actualité internationale, les Guignols de l'info, des marionnettes au service d'un discours originel, de la première guerre du Golfe aux grèves de l'automne 1995, dirigé par Dominique Pinsol. Évidemment, la presse Dominique Pinsol automatiquement. Donc, avant de te laisser la parole, je vais quand même contextualiser un peu avant, parce que moi, personnellement, quand on m'a parlé de la guerre du Golfe, j'ai beau connaître brièvement les choses, j'ai tout de suite été obligé de m'informer un minimum. Donc, la guerre du Golfe, ça concerne l'Irak et le Koweït. L'Irak de Saddam Hussein. On a Saddam Hussein qui décide d'envahir l'Irak le 2 août 1990. Suite à cela, il y a des réactions de la communauté internationale, notamment François Mitterrand avec la France, qui explique dès le 9 août 1990 qu'il adopte la position des Nations Unies, bien qu'il rappelle d'ailleurs au même moment l'amitié qu'il y a eu avec la France et l'Irak, puisque faut se souvenir que la France a soutenu l'Irak dans la guerre contre l'Iran.
juste avant, quelques années auparavant. Suite à cela, il n'y a pas que la France, bien évidemment les Nations Unies, c'est-à-dire que François Mitterrand s'aligne sur la ligne des Nations Unies. Les Américains sanctionnent économiquement l'Irak dès le 6 août 1990 et posent des ultimatums. Ils obligent Saddam Hussein à retirer ses troupes avant le 16 janvier 1991 et aussi lancent l'opération Bouclier du désert pour protéger l'Arabie Saoudite, les frontières de l'Arabie Saoudite. Ensuite, de ces Nations Unies naît une coalition de 35 pays belligérants. Et c'est énorme, il y a des pays qui peuvent surprendre. D'ailleurs, on est à la fin, faut pas oublier, on est à la fin de la chute, on est au début de la chute de l'URSS. Il y a des pays du bloc de l'Est, comme la Tchécoslovaquie, qui viennent dans l'Alliance. Il y a même des pays du Golfe qui se mettent en alliance avec les Nations Unies pour combattre contre l'Irak de Saddam Hussein. Pour nous concernant en France, on a la division Daguet, avec l'opération Daguet, qui représente 12 500 soldats français qui sont envoyés sur le front irakien, et pour un total de 950 000 hommes sur le sol irakien. C'est énorme. La plus grande opération, ça a été l'opération Barbarossa pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait fait 3 millions d'hommes. Là, on est quand même sur 950 millions d'hommes, c'est quand même 950 000 hommes, pardon. C'est quand même énorme. Donc, face à cela, l'Irak réagit, envenime les choses et ne cède pas à la pression. Donc, le 16 janvier, bien évidemment, 91, il n'y a pas le retrait des troupes de l'Irak au Koweït. Et donc, la France, les France réitèrent l'engagement de la France pour défendre, comme ils disent, la paix et la démocratie. Et tout en précisant qu'il ne faut pas démanteler l'Irak en tant qu'État, ni le détruire. Dès le lendemain, le 17 janvier 1991, il y a une forme, on appelle ça aussi, certains appellent ça la croisade américaine, avec l'opération Desert Storm, qui porte bien son nom, qui est une opération aérienne de frappe chirurgicale, comme ils appellent ça comme ça, de grande envergure, qui aussi, c'est de là d'où mérite cette guerre de nom propre. C'est pour ça qu'on l'appelle propre, entre guillemets. Donc, pourquoi Julien Aureau a travaillé sur les médias autour de cette guerre? C'est le premier conflit autant médiatisé en boucle, des infos en direct et en continu, notamment par la chaîne CNN. Et là, on a l'exemple d'un média qui prend le contre-pied, les Guignols de l'info, en plus qui est quand même un ton très humoristique. Donc c'est pour ça que je vais te laisser la parole et te laisser continuer, et je te remercie. Et bon courage. Eh ben, merci Maxime pour cette petite présentation. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus aussi nombreux pour ma première communication. Ça me fait plaisir, et j'imagine que ça doit faire plaisir également aux organisateurs de cette conférence, donc que j'ai intitulé La guerre du Golfe racontée par les Guignols, ou la critique d'un conflit jugé propre. Donc avant de poursuivre, je vais d'abord faire une introduction sur ce qu'est les Guignols, donc ce qui est mon objet d'étude, ce qu'il a été pendant toute la durée du master et ce qui le sera aussi par la suite, puisque après donc cette année pendant laquelle je prépare les concours d'enseignement, donc agrégation d'histoire et CAPES d'histoire-géographie, je rejoindrai en doctorat donc encore Monsieur Pinsol sous sa direction pour poursuivre cette étude des Guignols de l'info en thèse. Donc les Guignols de l'info, je commencerai par dire par qui. Alors les Guignols de l'info, c'est d'abord par deux hommes que j'ai affiché sur le diaporama. Donc il y a Alain de Greff, qui nous a quittés en 2015 et qui a été en fait le responsable de la programmation de Canal+ à partir de sa création, donc en 1984. Et il a été accompagné d'Alain Duverne, qui est à sa droite et qui est encore, lui est encore en vie. Il est né en 1943, et Alain Duverne, il est marionnettiste, et avec justement De Greff, il participe à la création, c'est une co-création. Lui, il conceptualise les marionnettes, et ensuite Alain De Greff s'occupe de tout ce qui est le côté programmation. Il réunit une équipe d'écriture que d'ailleurs je vais présenter. Donc moi personnellement, la période que j'ai étudiée pendant ce mémoire de recherche, Maxime l'a dit, c'est les années 90, 91 à 95. Donc il y a trois auteurs phares dans cette période.
Bruno Gassio, donc de gauche à droite, Bruno Gassio, Jean-François Alain et Benoît Delépine, qui ont été les 3 auteurs phares des Guignols de l'info pendant les années 90. Mais vous pouvez le voir, hein, Bruno Gassio lui est arrivé en 92, donc après le moment, après la guerre du Golfe. Donc c'est pour ça que je me suis quand même permis de préciser qu'il n'a pas été, qu'Alain et Delépine ont été accompagnés, donc Arnold Boisseau, François Rollin et Jean-Marie Gouriot, qui ont été également les auteurs à partir de la fin des années 80 et jusqu'au début des années 90. Donc je le disais, les Guignols, hein, c'est long, c'est une émission assez longue, c'est 30 ans, d'où ce slogan putain 30 ans, donc 88 à 2018. Donc les Guignols sont une émission de parodie satirique, hein, qui parodie des journaux télévisés et qui a été diffusée en clair sur Canal+. Donc c'était à l'heure de grande écoute, c'était à 19h55, aux alentours en fait de 19h55, 20h, au moment où les autres journaux télévisés étaient diffusés. Et c'était en clair du lundi au vendredi. Les seuls moments où ce n'était pas en direct, c'était le week-end, les vacances d'été et aussi les vacances d'hiver. Et je le disais, cette période phare que j'ai étudiée couvre une partie des années 90, partie où j'ai distingué deux moments charnières. Donc 1991, donc la critique de la guerre du Golfe, hein, que Maxime a présenté pendant la contextualisation, et 1995, qui est l'élection présidentielle. Donc c'est l'élection où Jacques Chirac l'emporte face à Lionel Jospin. Et ce sont ces deux dates-là que j'ai retenues et qui m'ont permis de construire cette première chronologie des Guignols de l'info. Alors c'est vrai que je l'ai pas nécessairement noté sur le diapo, mais je tiens quand même à préciser un peu comment les Guignols travaillaient. C'est vrai que je l'aborde dans mes recherches, mais pas dans ce chapitre spécifiquement. C'était donc une réunion des auteurs. Donc, on en vient aussi à ce pourquoi du direct. C'était une réunion des auteurs tous les matins, du lundi au vendredi, et ils se rencardaient sur ce qui pouvait se dire dans la presse, également l'AFP, et ils faisaient des réunions comme ça tous les matins. Et il rédigeait les sketchs, il rédigeait les émissions pour le soir même, d'où le fait que ce soit diffusé uniquement le soir, hein, ce n'était pas diffusé le midi. Il se laissait en fait la journée pour préparer les émissions, préparer les sketchs, les tourner aussi. C'est comme ça qu'ils ont procédé pendant toute la période de l'émission, donc les 30 années, hein, que j'ai évoquées. Donc on est dans une communication d'histoire, donc bien évidemment il y a une problématique, hein, qui est toute simple. Donc en quoi, en 1991, hein, la critique d'un conflit jugé propre à travers la satire guignolisée, on en parlera, a-t-elle participé au renouveau et surtout à une véritable émergence télévisuelle des Guignols de l'info? Et bien évidemment, après une problématique, il y a un plan en 3 parties. Voilà, hein, des formations. Voilà, ouais, exactement, pas de surprise. Donc un plan en 3 parties, voilà, grosso modo, avec une première partie qui s'intitule Les Guignols en 1991, un tournant décisif, point d'interrogation. Une deuxième partie que j'ai intitulée Les Guignols guignolisent l'impérialisme américain. Et une troisième partie qui s'intitule À travers les Guignols, le lent retour de l'anti-américanisme français, qu'on évoquera par la suite. Bon, j'avais mis cette carte, hein, dans mon développement. Au moment de la rédaction, ça permet aussi d'illustrer ce que vous disait Maxime, hein, en introduction. Donc on voit un peu cette géographie-là de la guerre du Golfe avec l'Irak, l'Arabie Saoudite, tous ces pays qui sont au cœur du conflit, le Koweït également. Donc voilà, c'était une petite carte pour illustrer. Pourquoi 91, un tournant décisif? Je tiens quand même à rappeler que les Guignols, comme je l'ai dit, ça a commencé en 88 et ça ne s'appelait pas les Guignols de l'info, ça s'appelait les arènes de l'info. Et les arènes de l'info, comment dire, c'était, il y avait une sorte de balbutiement, de flottement.
On ne savait pas trop quelle formule trouver, même si l'objectif d'Alain de Greff, c'était de toujours surprendre, de toujours choquer, tout en se laissant une liberté d'écriture, une liberté totale pour lui et ses auteurs, pour l'émission. Il faut vous imaginer qu'on est donc 19h55, hein, je le disais, heure de grande écoute, et vous êtes à table avec vos enfants et vous voyez donc un sketch des arènes de l'info avec la marionnette de Serge Gainsbourg, voilà, je vais le dire, hein, en train de se faire une fellation par une autre marionnette. Voilà, donc ça, vous êtes, voilà, bah oui, vous êtes à table avec vos enfants et vous voyez ça, et ça a choqué pas mal de personnes à l'époque. Ce sketch, hein, il est disponible, hein, sur YouTube, hein, vous pouvez aisément le trouver. Tant mieux. Ouais. Oui, t'as raison. Oui, prof, tu peux y aller. Oui. C'est aussi les débuts, forcément. C'est pour ça aussi que je parle d'un tournant. On se rend bien compte que voilà, il y avait quelques blagues un peu grasses, quelques vannes qui ont forcément pu choquer. Et c'est aussi pour ça que les Guignols ont mis du temps à trouver la bonne formule. Et j'en viens du coup à cette communication avec cette première partie, les Guignols en 1991, un tournant décisif. Donc, au vu de la constitution géographique de l'Irak, hein, les capitales de l'Arabie Saoudite, d'Israël ainsi que l'îlot de Bahreïn, donc c'est un petit État insulaire d'Arabie, sont des cibles de choix. Donc, la principale caractéristique de la guerre du Golfe est le rapide déroulé des événements, puisqu'en l'espace de quelques semaines, les États coalisés mènent une série de raids aériens et terrestres, donc sur les sols du Koweït et de l'Irak. Donc, le déclenchement des hostilités amène les Guignols à opérer, donc, je vais l'évoquer, hein, ce changement de ton décisif au tout début des années 1990. Dans ce contexte, un best-of dans le Golfe prend immédiatement une tournure satirique. Hein, quant à la tournure des événements, l'historiographie récente apporte son lot de critiques. En effet, elle remet en cause la prise de position des chaînes d'information et des médias traditionnels, hein, ce qu'évoquait Maxime en introduction. Et c'est dans ce contexte précis de la guerre du Golfe que la marionnette du commandant Sylvestre fait son apparition à l'écran, et elle devient alors l'archétype de l'armée états-unienne, et en même temps elle enfile le costume du correspondant de guerre elle tient les deux rôles, elle a les deux casquettes. Donc, étant l'un de ses dérivés, la marionnette de Sylvester Stallone, hein, le commandant Sylvestre est dérivé de Sylvester Stallone, la marionnette de Stallone apparaît en 1989 au début de l'émission, donc à l'époque, hein, des arènes de l'info que j'ai évoqué tout à l'heure. Elle caricature l'acteur comme étant une grande brute épaisse, rustre, vulgaire et incapable de penser et voir par autre chose que la violence. Elle est à la fois injurieuse et raciste, donc cette marionnette, hein, du commandant Sylvestre dépeint alors la vision, j'y reviendrai tout à l'heure, de l'anti-américanisme à la française. Un élément sur lequel nous reviendrons par la suite au cours de la troisième partie. Donc, bien que celui-ci était en forte baisse dans la seconde moitié du XXe siècle, et précisément à la fin des années 1980, donc cet anti-américanisme, il ressurgit avec cette guerre du Golfe. Donc à l'écran, le rôle du commandant Sylvestre est de remettre aux médias français les sources officielles de l'état-major américain. Donc voici une illustration j'y reviendrai après, du commandant Sylvestre, hein, comme ça vous voyez à quoi cette marionnette peut ressembler. Donc, mais l'historiographie remet en cause cette pratique. Donc drôlement critiquée par les historiens, mais aussi par l'opinion publique, l'argument de la manipulation médiatique, hein, qui est une expression que j'ai empruntée à Lemour Mérouche, que vous pourrez retrouver en bibliographie à la fin du diaporama, est dû à la construction d'un débat donc pro-guerre du Golfe et anti-guerre du Golfe, et il est universel. Donc en ce sens, les Guignols ont créé un dialogue de sourds quasi permanent entre Sylvester et donc la marionnette de Patrick Poivre d'Arvor, hein, que l'on surnomme PPD chez les Guignols de l'info. Donc le téléspectateur est en mesure de suivre les différentes phases de la guerre à travers cette marionnette du commandant. L'opération Desert Shield, hein, bouclier du désert,
est déclenchée donc le 6 août 1990 et constitue la première phase du conflit et a pour but en fait d'observer les moyens ennemis. Quand les forces états-uniennes affluent dans les États de la péninsule arabique, l'objectif est d'assurer la protection de l'Arabie saoudite susceptible d'être attaquée par l'Irak. C'est d'ailleurs au cours de cette phase que pour la première fois, l'utilisation, on en parlait tout à l'heure, l'utilisation des outils spatiaux à grande échelle franchit un palier et pour le XXe siècle, c'est inédit. Donc, en effet, pour la première fois dans l'histoire tactique militaire, les moyens de reconnaissance spatiaux sont drastiquement déployés dans un cadre purement stratégique. Donc, pendant Desert Shield, l'observation a été assurée d'une part par des satellites militaires de reconnaissance et d'autre part par des satellites d'imagerie civile. Ce qui soulève la question de l'observation de masse, l'observation à grande échelle. Donc, usant de cette satire guignolisée, les guignols critiquent à la fois l'observation spatiale à des fins militaires et, à travers le commandant Sylvestre, invoque la thèse du racisme états-unien. Nous allons voir pourquoi. Donc ici, il est clairement question de la part du commandant de propos déshumanisants. Alors la raison de ces propos, donc c'est un sketch qui survient pendant l'opération Desert Shield. Et donc le commandant Sylvestre est face à PPD sur le plateau de nulle part ailleurs, puisque c'est sur ce plateau-là que se déroulent les guignols de l'info. Et le PPD demande au commandant, d'après l'actualité, on recenserait des traces humaines en Irak. Et le commandant lui dit que c'est de la propagande pas vraie. On photographie la zone depuis des mois et il n'y a rien à part des rondes serviettes. Donc les rondes serviettes, en fait, ce sont les kéfiers des citadins et des ruraux irakiens. Et cette image-là est extraite justement de ce sketch et on voit un Irakien avec son kéfier sur la tête et le commandant qui dit voilà, il n'y a pas d'humain, il n'y a que des rondes serviettes. Donc on n'en a pas vu et quand on en verra, on vous le dira. En gros, c'est ce qu'il veut dire par là. Face à un PPD donc trop curieux, le commandant s'offusque et accuse la France, je le disais, de faire de la propagande pas vraie. Donc là, c'est le commandant qui accuse les Français, en gros, de donner des fausses informations et de relayer des fausses informations à propos de la guerre du Golfe. Donc cet échange est clairement lunaire. Il met en exergue des problématiques modernes qui dénoncent la guerre, donc surveillance de masse, racisme généralisé, questions frontalières et économiques, mais également des problèmes sociaux. Dans une deuxième partie donc, que j'ai intitulée, on l'a vu tout à l'heure, les guignols guignolisent l'impérialisme américain, on va justement s'attaquer à cette vision qu'ont pu avoir les guignols de cette guerre, de l'implication aussi des États-Unis dans cette guerre et justement de ce fameux monopole de l'information qu'on évoquait tout à l'heure. Donc pendant et après les critiques qui assaillent la guerre du Golfe, la révision permanente de l'historiographie offre des supports qui, par exemple, permettent aux historiens de reprocher aux États-Unis, on le disait, l'utilisation abusive d'une stratégie qualifiée de militaro-médiatique. Donc les guignols reprennent quant à eux ces critiques en les guignolisant à l'écran, et c'est dans ce cas précis que l'effet CNN, tu parlais de CNN tout à l'heure, l'effet CNN est très important. Donc l'effet CNN, c'est une formule qui est utilisée pour critiquer la mainmise des États-Unis sur le traitement et la pratique de l'information au début des années 1990. D'un point de vue journalistique, c'est le journaliste belge Hugues Lepage qui nous dit ceci: l'obsession du direct est désormais le pire ennemi de la compréhension du monde. Cette vision, elle est aussi présente chez les guignols, qui la dénoncent sans aucune vergogne. En effet, c'est pendant la guerre du Golfe que les individus se passionnent pour l'information en continu. Et c'est aux États-Unis que l'on mesure le mieux cette proportion pendant les premiers jours du conflit. Les trois principaux networks aux États-Unis, ce sont CBS, ABC et NBC, mais ils se voient largement devancés par CNN,
qui enregistre une audience de près de 10 millions, donc 10,8 millions de téléspectateurs au début du conflit. Par exemple, ABC, c'est 8,8 millions. Donc pour parvenir à de tels chiffres, CNN s'est doté très tôt des moyens techniques suffisants pour entretenir une relation téléphonique 24 heures sur 24 entre l'Irak et les États-Unis. Donc là où CBS, ABC et NBC dépendent d'une ligne téléphonique standard, CNN utilise une ligne privée et surtout un signal satellite qui n'est pas codé et qui permet d'être capté très facilement à l'international. Il fallait donc pour la chaîne des moyens de se démarquer jusqu'à faire de l'information continue un procédé journalistique universel. Complètement banalisé aujourd'hui, on le voit actuellement en France dans le paysage médiatique avec toutes les chaînes d'information continue, France Info, BFM TV, CNews, LCI, etc. Donc ça vient de cette époque-là avec ce fameux effet CNN. Donc, par ailleurs, nous faisons volontairement le choix, je fais le choix dans ce chapitre d'écarter la presse papier puisqu'elle était soit hebdomadaire, soit quotidienne. Il était plus intéressant pour moi de me rendre compte de cet effet-là avec les journaux télévisés qui, eux, pour le coup, étaient soit le midi ou le soir ou en continu. Donc cet effet CNN est visible chez les Guignols au début des années 90 et il est marqué par un effort constant de diabolisation. Et c'est au début du conflit que chez les Guignols, en fait, la chaîne CNN est rebaptisée CON. Voilà, les trois lettres parlent pour elles-mêmes. Afin d'exprimer une opinion plus générale, le vulgaire est grandement employé, on l'a vu. Donc pour les Guignols, il est également question d'exposer un problème sous-jacent qui se révèle dans la machine pourtant bien rodée de CNN. Le contexte de tension de ces années-là y étant pour beaucoup. Donc la guerre du Golfe, globalisant à la fois le concept de la correspondance de guerre ainsi que celui de l'information en continu, les Guignols en reprennent les codes pour les critiquer. Donc, chaque jour, la marionnette du commandant détaille l'avancée des opérations en cours, toujours selon les sources officielles du Pentagone. Donc si cette marionnette du commandant Sylvestre, que l'on disait à la fois rustre, bourrine, etc., elle n'en demeure pas moins dénuée de bon sens et incapable de réfléchir correctement. On l'a vu avec ces fameux ronds de serviettes qu'on évoquait tout à l'heure. Et avec cette marionnette, CON prend un sens littéral. Donc en effet, le commandant Sylvestre est un véritable touche-à-tout, craignant de se faire engueuler à tout bout de champ. Très fréquemment, le commandant s'exprime avec soit des « oh merde » ou « putain de merde », preuve que son langage est extrêmement limité. C'est d'ailleurs volontairement que la marionnette dispose d'un vocabulaire, donc je le disais, qui est très limité, et très vite, ce modèle de l'information en continu est remis en question par les Guignols, à cause de son ambiance qualifiée d'anxiogène. Donc en 1990 et 1991, c'est principalement ce climat-là en fait qui explique l'afflux des téléspectateurs sur Canal+, puisque à l'époque les Guignols n'ont qu'un seul concurrent en France, qui est plus ancien, c'est le Bébé Show sur TF1, qui lui par contre existe depuis 1982, donc qui est quand même plus ancien que les Guignols. Et ce journal satirique, donc Made in Canal+, les Guignols de l'info, est l'un des rares dans le paysage médiatique français à offrir une vision critique du conflit, avec des records d'audience, puisque au début des années 90, les Guignols de l'info enregistrent des scores de 3 millions de téléspectateurs. Donc il faut s'imaginer que les Guignols, ça dure 10 minutes, c'est un programme très court. Donc tous les soirs, en moyenne, du lundi au vendredi, les Guignols enregistraient 3 millions de téléspectateurs, donc quotidiennement, assurant à l'émission un point d'ancrage solide dans le paysage audiovisuel français. D'un point de vue tant géopolitique que militaire ou médiatique, l'impérialisme américain est vivement critiqué, ici par le biais, donc on le disait, de cette marionnette du commandant Sylvestre. Quand cette marionnette présente exclusivement l'information que lui est remise par l'état-major américain, cela soulève la thèse de la manipulation de l'information par les historiens qui, à partir de la fin des années 1990, accusent les États-Unis de tout mettre en œuvre pour conserver ce monopole sur l'information
et aussi pour consolider son statut de leader de la coalition. On le disait, il y a 35 États belligérants, mais les États-Unis sont vraiment à la tête de... Si je peux pas, il y a quand même près de la moitié des soldats sur les 950 000 qui sont américains. Oui, aussi. Ça va être pas mal. Oui, oui, du coup, non, mais c'est pas, il n'y a pas de problème. Hein, c'est aussi pour ça qu'ils veulent garder ce monopole à tout prix. Donc, sous l'angle de la satire guignolisée, je l'emploie depuis tout à l'heure, mais c'est une formule que j'ai trouvée pour mes recherches. C'est une satire qui dépend vraiment des codes qu'ont imposé les Guignols, c'est-à-dire des marionnettes réalistes, des décors aussi qui sont propres aux Guignols. Ils tournent dans un décor réel, donc ils vont tourner en extérieur pour vraiment se rapprocher de ce caractère-là des journaux télévisés. On pense aux 20h de TF1, etc. Donc, les Guignols mettent en scène cette crise de confiance sans précédent. Hein. C'est une formule que j'ai empruntée à André Guntertz entre l'opinion publique et les grands médias traditionnels. Donc, au cours du déploiement de Desert Storm, hein, donc tempête du désert, le monopole de l'information dépend essentiellement de Washington, qui en assure le relais avec les différents ministères des pays alliés, dont la France. Hein, donc, c'est ce fameux monopole qu'on évoquait juste avant. C'est donc dans ce contexte de crise de confiance qu'est imaginé par les Guignols le sketch de la perte du pantalon par le commandant Sylvestre. Donc dans cet extrait, la marionnette du commandant expose à PPD et aussi aux téléspectateurs français le résumé des pertes alliées au cours de l'opération Desert Storm, donc qui a duré du 17 janvier 1991 au 24 février 1991. Qu'est-ce qu'on peut en dire hein, quand on voit ce tableau-là présenté par le commandant? Donc il y a deux colonnes. À gauche, les pertes selon les Alliés et à droite du tableau, les pertes selon l'Irak. Donc selon le commandant, les Alliés n'auraient aucune perte à déplorer. Voilà. Et au contraire, on peut le voir avec les chiffres selon l'Irak. On a 679 avions, on a 14 320 navires, et surtout on a 1 433 000, voilà, on a plus d'1 million le chiffre est un peu coupé, mais ça continue, il y a plus d'1 million de soldats. Alors tu le disais, hein, il y a 950 000, voilà, il y a 950 000 soldats qui sont mobilisés pendant la coalition. Et selon le commandant, les Alliés n'auraient aucune perte à déplorer. Donc on voit le zéro est partout, à l'exception faite d'un seul pantalon. Voilà. Sur tout le conflit, les Alliés ont perdu un pantalon. Les Guignols poussent donc à l'extrême la caricature de l'actualité. Et si en réalité, hein, on a dénombré environ 450 morts dans les rangs des coalisés, on estime les pertes irakiennes entre 30 000 et 100 000, avec une majeure partie de pertes civiles surtout. Les chiffres donnés par les Guignols hein, sont bien évidemment exagérés, hein, comme on peut s'en douter. Donc, il faut aussi se rendre compte pourquoi je disais entre 30 000 et 100 000. Eh bien, tout simplement à cause de deux éléments qui perturbent beaucoup les chercheurs. C'est la désinformation et la propagande qui a beaucoup touché la société à ce moment-là, au moment de la guerre du Golfe. Donc, la propagande de la part des États-Unis, hein, on le disait avec l'effet CNN, et des principaux belligérants de la coalition. Et Libération affirme dans un article de 1998 qu'il est impossible d'avancer des statistiques sérieuses. Donc on se rend bien compte de la difficulté qu'ont les chercheurs, même encore aujourd'hui, à évaluer les pertes réelles. Donc, dans le rôle du journaliste pointilleux, PPD appuie l'importance des chiffres, hein, martelant le commandant ainsi, il fait que lui répéter les chiffres, commandant les chiffres, dans une logique de compréhension des faits. Hein. Il veut comprendre pourquoi le zéro est partout, pourquoi les Alliés ne déplorent aucune victime. Et
pour se moquer de la véracité plus que douteuse, hein, on s'en rend bien compte des données du commandant, les Guignols jouent sur le fait qu'il soit peu sûr de lui, se contentant de réponses courtes. Quand PPD lui demande les chiffres, commandant les chiffres, il dit ouais, ils sont là, tu là, il le montre avec son petit bout de bois, il dit bon ben voilà, là on voit que c'est les avions, là on voit que c'est les chars, là on voit que c'est les bateaux. Il est vraiment très peu sûr de lui, le commandant à ce moment-là. Enfin, s'il y a une donnée qui l'intéresse, c'est ce pantalon. Donc ça l'intéresse lui et PPD ensuite parce que il est étonné pourquoi un pantalon et zéro bateau, etc. Donc le Pentagone estime à une seule la perte des pantalons alliés. Donc pour mettre en scène ce problème du monopole de l'information, les Guignols s'appuient sur un procédé satirique simple. En ce qui concerne la chute de ce sketch, elle est centrée sur le fait qu'il s'agisse du pantalon du commandant. Voilà, donc il se rend compte que c'est le sien et il crie « Oh putain, je vais me faire engueuler ». Voilà, donc il est vraiment portrayé comme un bonnet et à croire que si les États-Unis perdent la guerre, c'est à cause de lui. Donc, l'intérêt du direct pour les chiffres officiels est la cible des Guignols. La marionnette de PPD caricature le journaliste zélé, puisqu'il est le seul sur le plateau à remettre en cause les données fournies par le Pentagone. Donc on voit là cette volonté de critiquer ce monopole, cette mainmise des États-Unis sur l'information. Il est le seul sur le plateau à remettre en doute, à douter sur ces chiffres-là. Et cette thèse de la crise de confiance est donc clairement visible chez PPD qui ne croit tout simplement pas aux chiffres exposés par le commandant Sylvestre, donc qui exprime une opinion plus générale. Ce qu'on va voir hein, donc avec cette troisième partie à travers les Guignols, le lent retour de l'anti-américanisme français. Et je vais rebondir sur cette fameuse opération Daguet dont tu as parlé tout à l'heure, puisqu'en effet il s'agit des soldats français qui sont déployés sur le sol irakien, donc pendant la guerre du Golfe. Et cette fois-ci, pour innover, les Guignols remplacent le commandant par la marionnette de Johnny Hallyday. Donc on la voit ici à l'écran. Alors je m'étais posé la question et on pourrait aussi supposer que Johnny Hallyday est issu de cette génération, vous savez, des années 60-70 où la culture états-unienne et surtout avec le rock imprègne vraiment les milieux de la jeunesse, etc. Et les Guignols choisissent la marionnette de Johnny Hallyday pour diffuser cette idée de l'anti-américanisme français qui renaît avec la guerre du Golfe. Donc celle-ci entretient le lien entre le plateau de Nulle part ailleurs et le front koweïtien. Pour le téléspectateur, ce choix n'est pas anodin, je le disais. Avant tout, c'est aussi une star du rock qui est reconnue à l'international. Et aussi, il faut savoir que sa marionnette demeure l'une des plus populaires de l'émission, puisqu'en 2004, il y a un sondage Ipsos qui est réalisé, et elle est la 5e marionnette la plus populaire de l'émission. Donc on est une dizaine d'années plus tard, et le succès de Johnny Hallyday est toujours aussi convaincant. Donc ci-dessus, Johnny campe à l'image du commandant Sylvestre, hein, le rôle, le poste de l'envoyé spécial sur le terrain. Donc il est appelé adjudant Johnny pour cet extrait-là, pour ce sketch. Il est appelé l'adjudant Johnny, et bien que PPD souhaite en savoir plus sur le mouvement des troupes françaises, donc là on est alors il dit Toul dans le sketch, hein, mais on peut supposer que c'est Tulle, la ville de Tulle, et PPD il souhaite en savoir un peu plus sur ces mouvements de troupes, et tout ce que Johnny trouve à lui dire, c'est il parle de mouvements de tire-bouchon et aussi de mouvements de décapsuleurs qui remontent dans la réserve dès 6 heures du matin. Donc en effet, la description faite par Johnny est pointilleuse, hein, il évoque donc cette fameuse notion du temps, 6 heures du matin, et
le cas de la France, je le disais, est quelque peu différent du reste des belligérants, puisque contrairement par exemple à la Grande-Bretagne qui déploie 36 000 soldats, la France en déploie 12 500, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'opération Daguet. Et aussi les pertes du côté français sont peu nombreuses, puisque on déplore la mort de 2 soldats des commandos de renseignement et d'action dans la profondeur, donc le CRAP. Donc il n'y a que 2 pertes chez les soldats français. Et la marionnette de Johnny joue des rôles différents. Donc tantôt cet adjudant de réserve qu'on a vu, ou tantôt envoyé spécial sur le terrain. Par exemple, il y a un autre sketch, j'aurais pu aussi le mettre, mais PPD lui dit bon Johnny, vous êtes en direct de la Syrie, que pouvez-vous nous en dire? Et on voit Johnny en train de couper du bois, et il dit oui bon, je suis à la Syrie, ça se passe bien, l'ambiance est géniale, mais je comprends pas pourquoi tu m'as envoyé ici. Donc il y a cette volonté aussi de tourner en ridicule ces fameux reporters de guerre que j'évoquerai ensuite. On le verra par la suite. Donc, malgré tout, le discours adopté par cette dernière démontre un certain désintérêt de l'opinion publique en France envers le conflit. On peut même supposer une certaine réticence de la part des soldats français qui sont détachés sur le front koweïtien, d'où le fonctionnement très caricatural de cette caserne. Ils sont surtout intéressés par la consommation d'alcool. On caricature le soldat à ce moment-là. Donc afin de confirmer cette hypothèse, il s'agit de coupler les émissions des Guignols à nos différentes lectures. Et en effet, l'anti-américanisme français semble ressurgir au début des années 90, au moment où démarre cette guerre du Golfe, et va de pair avec une contestation plus ou moins affirmée du conflit. Donc, bien que pendant de nombreuses années, l'historiographie ait parlé de la guerre du Golfe comme étant une bonne guerre, ce constat est vite révisé. La marionnette de Johnny Hallyday met en scène à l'écran cet aspect de l'opinion publique en France. Et il y a un sketch que je vais vous montrer juste après. Donc ce sketch-là est assez illustrateur de cet anti-américanisme français, puisque donc il est au micro de Guillaume Durand, donc la marionnette qui est de dos face aux téléspectateurs, et ça intervient dans la nuit du 23 au 24 février, quand il déclenche l'offensive terrestre du Koweït, donc quand les États-Unis déclenchent cette offensive. Et Johnny se réveille en disant, il pointe un revolver sur Guillaume Durand en disant que je veux pas que les Américains ils mettent les pieds dans la couette, c'est ma couette, vive la couette libre. Voilà, donc j'ai pas pris l'accent de la marionnette de Johnny, mais c'est ce qu'il dit. Et c'est donc par ce biais humoristique que la marionnette de Johnny Hallyday souligne la persistance de l'anti-américanisme français, qui est une référence que j'ai empruntée à Anne-Marie Duranton-Crabol, qui a rédigé un ouvrage que j'ai également cité en bibliographie sur ce lent retour de l'anti-américanisme français. Donc cet anti-américanisme qui est mis en scène par les Guignols, c'est quant à lui beaucoup exprimé à travers d'autres médias, l'émission ayant pour but la caricature de la réalité et tous ces aspects de la vie quotidienne par le rire et cette satire guignolisée que j'évoquais tout à l'heure. Elle constitue une seconde fenêtre d'étude, cette réalité. Nous pouvons citer une autre figure de la chanson française, qui est Renaud, donc ancien 68ard et pacifiste convaincu. Il s'exprime le 4 février 1992, c'est un an après donc la fin du conflit, et il s'exprime sur cette guerre au micro de Thierry Ardisson en qualifiant la guerre de bûcherie, pour faire référence au président George Bush, qui est le président des États-Unis à ce moment-là. Et nous pouvons ainsi établir un parallèle, puisque les Guignols choisissent de s'approprier comme figure anti-américaine l'image d'un chanteur alors très exposé médiatiquement à ce moment-là, donc Johnny Hallyday, et qu'on peut mettre en parallèle avec Renaud, qui est aussi un chanteur et à ce moment-là très exposé médiatiquement. D'abord, et nous l'avons dit, le choix est fait de caricaturer l'image d'une personnalité célèbre et à l'exposition médiatique importante. Donc par ce choix et au vu de la popularité de sa marionnette, les Guignols maintiennent une connexion entre cette dernière et les téléspectateurs.
L'anti-américanisme de la marionnette est justifié ensuite par le registre musical de Johnny Hallyday, le rock. Donc, apparu au milieu du XXe siècle aux États-Unis, le rock demeure encore aujourd'hui un moyen d'expression fort pour la jeunesse. Et je vais m'appuyer sur... Alors, j'ai cité Johnny Hallyday tout à l'heure, hein, avec cette fameuse couette, et je vais aussi en profiter pour citer Renaud, que j'ai évoqué juste avant, sur ce plateau de Thierry Ardisson, où il dit, donc dans l'émission Double Jeu, c'était le 4 janvier 1992, où il dit à Thierry Ardisson, mais pour plein de raisons, donc il parle de la guerre, déjà, voir les médias dont tu fais partie, voir des mecs, des journalistes français habillés en militaire, en train de nous donner comme information ce que recevait l'état-major américain, je trouve ça pitoyable. C'est ce qu'on évoquait hein, tout à l'heure, avec ce fameux sketch où il est envoyé dans une Syrie, où l'on se moque de ces reporters de guerre. Donc la jeunesse, hein, et en particulier la jeunesse française, s'exprime par le biais de différents canaux. Le rock, bien évidemment, mais aussi par les réunions ou en organisant des manifestations pacifistes. Donc, beaucoup d'entre eux se positionnent contre la guerre du Golfe, et pour mieux nous rendre compte de cette part de la jeunesse mobilisée, nous regarderons en suivant du côté des instituts de sondage, et tout particulièrement la Sofres. Donc la consultation de ce type de sondage permet de nous rendre compte d'une fracture réelle au sein même de cette jeunesse, ce que montrent aussi les Guignols, hein, par le biais de Johnny Hallyday, bien évidemment. Et il faut toujours nuancer aussi que ces données sont issues d'enquêtes hein, sur des petits échantillons, donc on est sur 1000 personnes, c'est pas vraiment représentatif d'une population de plus de 60 millions d'habitants, forcément. Donc en effet, hein, si 41% des jeunes de 16 à 22 ans désapprouvent l'envoi de troupes françaises en Irak, 51% sont pour les manifestations pacifistes en France, hein, qui réunissent en moyenne. Donc il y a eu une manifestation à Paris pendant la guerre du Golfe, et c'était à peu près 15 000 jeunes qui se réunissent contre la guerre du Golfe. Donc ils désapprouvent la guerre, et il faut comprendre ici que l'engouement traditionnel de la jeunesse pour l'armée, d'où émane un sentiment national fort, hein, hérité du 19e siècle, est en fort déclin. Donc en effet, hein, l'événement des 3 dernières décennies, hein, de la guerre d'Algérie à la guerre du Vietnam, marque une rupture dans l'historiographie et dans ce rapport de la jeunesse à l'armée et au milieu militaire. Donc, tandis que les Guignols relaient des critiques du conflit, la jeunesse représente une composante essentielle de l'audience de l'émission. En dépit de toute logique européenne, hein, la France se pense grossièrement seule, et après 1945, en fait, Anne-Marie Duranton-Crabol parle d'une forme de vassalisation de l'Hexagone, hein, d'où ce retour de l'anti-américanisme français au début des années 90, et avec hein, ce monopole des États-Unis sur la coalition. Et c'est ce qu'évoquent aussi ces Guignols de l'info, on le voit, hein, ils sont clairement anti-américains pour le coup dans cet extrait, mais attention, c'est pas pour, ils sont anti-américains, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pro Saddam Hussein, pro Irak, hein, bien évidemment. Ils sont pour une résolution pacifiste du conflit, et ils sont certainement pas pour que les États-Unis envoient des troupes et bombardent, hein, on l'évoquait, hein, entre 30 000 et 100 000 morts chez les Irakiens, et c'est surtout des civils hein, qui périssent dans le conflit. Donc les Guignols sont tout simplement pas pour ce genre de stratégie-là, hein, pour régler le conflit. Donc dans de nombreux sketchs, les Guignols mettent en scène les différents dirigeants politiques français et états-uniens. Donc ça c'est après la guerre du Golfe, donc là on est en 92-93. Nous avons par exemple Édouard Balladur, donc qui est Premier ministre entre 93 et 95, bien décidé à s'opposer au GATT et être moqué par Monsieur Sylvestre, qui est une variante. En fait, c'est dans un sketch, ils disent que c'est le cousin du commandant. Donc Monsieur Sylvestre, hein, qui est le leader de la World Company, qui illustre le capitalisme américain, qui dirige le capitalisme américain. Et il emploie souvent l'expression les fromages qui puent, voilà, pour parler des Français. Donc c'est une expression qui revient souvent dans sa bouche, hein, à chaque sketch. Il se permet de gratifier PPD et les téléspectateurs sur le plateau de fromages qui puent. Donc nous devons garder à l'esprit aussi, hein, que les auteurs des Guignols en ce temps-là sont des personnalités qui sont politiquement très engagées et qui font
naître cet engagement-là dans les émissions à travers la satire guignolisée. Donc il n'est donc pas étonnant d'obtenir un résultat pouvant paraître à l'heure actuelle incisif et politiquement explicite. Et il faut rappeler aussi le rôle d'Alain de Greff dans cette machinerie-là, puisque c'est lui qui se bat, j'allais dire quotidiennement, mais oui, qui s'est battu quotidiennement pour que les guignols puissent dire ce qu'ils veulent. Il a notamment été convoqué plusieurs fois par le CSA dans les années 90, par Hervé Bourges, etc., pour lui dire écoutez, monsieur de Greff, vous allez trop loin. Et lui, il se bat pour justement garder ce droit-là, cette liberté-là pour ses auteurs, et assurer à l'émission toute sa crédibilité et sa longévité. Je le rappelle, 30 ans. Alors, pour conclure donc du traitement de l'actualité par les guignols, nous relevons des aspects géopolitiques et sociaux qui, dans le déroulé de l'émission, transparaissent largement. Donc cette guerre, en réalité très courte, n'a duré que 208 jours à peine. 208 jours, c'est très court. Elle a débuté, on le rappelle, le 2 août 90 et elle s'est terminée le 28 février 1991. Et là aussi où les guignols sont très critiques envers cet impérialisme américain, c'est le fait que ce soit George Bush, le président des États-Unis lui-même, qui décrète la fin de la guerre. C'est-à-dire que c'est même pas ce n'est pas l'Irak qui se rend, c'est les États-Unis eux-mêmes qui disent c'est bon, la guerre est finie, on a rempli nos objectifs, à savoir que la guerre du Golfe a imputé à l'Irak, alors il faut que je confirme après, mais c'est plusieurs milliards d'euros. Tu as peut-être dû le voir en faisant tes petites recherches. Voilà. Vu le chiffre, hein. Ouais, mais c'est là on parle en termes c'est des milliards d'euros pour l'Irak et de nombreuses pertes, surtout civiles. Donc, je le disais, les guignols critiquent le conflit. Ils emploient plusieurs thématiques, on l'a dit. L'observation de masse à grande échelle, la déshumanisation aussi à travers la figure du commandant Sylvestre, des questions d'éthique aussi quant aux méthodes employées, le fait qu'on emploie des satellites pour photographier quotidiennement, tout le temps, les zones irakiennes, les zones du conflit. Et c'est aussi, tu le disais, une guerre qui a changé la façon justement dont on fait la guerre. On emploie l'observation, on emploie aussi l'information continue. C'est une guerre qui n'a rien à voir avec les autres guerres du fait de la couverture médiatique dont elle a profité. C'est aussi pourquoi les guignols remettent en question ce monopole de l'information, on l'a vu. Et c'est aussi pourquoi il y a un tournant décisif, je le disais, rappelez-vous les sketchs un peu douteux des arènes de l'info entre 89 et 90. Et là, avec la guerre du Golfe, on change complètement de registre. Et à partir de 90-91, les guignols sont sur une lancée, ne s'arrêtent plus, on va dire, jusqu'au moins au départ de Alain et de Lépine en 96 de l'équipe d'écriture. Gassio reste quant à lui plus de 10 ans, jusqu'en 2007. Donc on assiste à un véritable phénomène télévisuel avec les guignols de l'info, surtout qu'en plus leur principal concurrent, le Bébé Show, s'arrête en 95. Donc 94-95, c'est la fin du Bébé Show et les guignols sont seuls on va dire sur le navire pour cette critique-là, pour faire usage de cette caricature-là. Et je crois que je suis arrivé au bout. J'ai réussi je te l'avais dit, j'ai réussi à le faire. Avec là c'est ma bibliographie, c'est celle que j'avais utilisée pour ce chapitre-là au moment de sa rédaction. Donc avec des références que j'ai utilisées. Duranton, Crabol, etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop. Bon, maintenant on passe aux questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Des spécialistes de la presse? Non. Des étudiants de Monsieur Pinsol, peut-être? Non. Bon. Écoutez, madame. Est-ce que vous avez fait mention
de la chute de l'URSS et de l'impact que ça a pu avoir, par exemple, sur l'équilibre mondial et indirectement sur l'anti-américanisme qu'on a pu avoir chez les Français. Je l'évoque pas dans ce chapitre, mais je l'évoque un peu plus dans le suivant, parce que le deuxième chapitre de mon mémoire, c'était sur la construction européenne racontée par les Guignols. Donc on est vraiment dans ce moment-là où avec la chute de l'URSS, l'équilibre mondial se redessine, mais non, je vais être honnête, hein, dans ce chapitre, j'en ai pas plus parlé que ça. J'en parle un peu plus après, en effet. D'ailleurs, Saddam Hussein, il n'a pas tenté aussi d'avoir de l'aide du côté de l'URSS, qui était déjà tombé. C'est une question, hein. Et résultat, il n'a pas pu compter sur eux aussi. Il y a eu ça ou enfin, c'est vrai que quand on regarde un peu la géographie du conflit, Saddam Hussein, pour le coup, il était vraiment seul, hein. Personne ne l'a soutenu. Même pourtant, on aurait pu penser, puisqu'on est en 90, donc vraiment l'URSS là est sur la fin, même l'URSS, qui je pense avait d'autres problèmes à régler que économiquement, je pense que ça aurait été compliqué. Voilà, trop compliqué pour eux d'envoyer des troupes. Et puis oui, quand on voit le déséquilibre des forces, hein, c'est 36 contre 1, quoi. Enfin, c'est 35 États belligérants et les États-Unis, même si tu le disais, hein, c'est le gros des forces. Je pense que l'URSS avait en effet d'autres choses à faire. Et économiquement, c'était pas, je pense, un bon calcul de se mêler de ce conflit. D'autres questions? Non. Bon. Écoutez, on vous remercie. La conférence, elle compte pour les heures c'est important, ça. Si vous, je vais faire mes premiers autographes. Il va faire ses premiers autographes. Alors, soit vous avez un papier que vous avez, vous tenez à jour vos heures, soit j'ai écrit une liste où vous pouvez mettre votre nom, votre prénom et votre parcours. Où il y a besoin de qu'un seul autographe, je suis désolé. Et du coup, vous de voir. Voilà. Je tiens à préciser, alors ça se voit pas forcément, mais en fait cette conférence est filmée, mais on vous voit pas, hein, rassurez-vous, parce qu'elle sera diffusée sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, t'as raison. Elle sera diffusée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Bazar Historique, donc je parle essentiellement d'études et d'histoire dessus. Et si jamais vous oubliez de signer, vous mettez un commentaire, je l'enverrai en capture d'écran à Monsieur Lastécoère, Monsieur Coste, et ça suffira. Très bonne pub. Et dernière pub, parce que j'en profite, il lance sur Twitter, le groupe GEP y est. Ça s'appelle GEIP-8 recherche. Et du coup, suivez-nous, s'il vous plaît. Voilà. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Donc merci beaucoup et merci à vous, merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de réécouter avec vous la première communication que j'ai donnée en histoire politique à la MSH de Bordeaux, donc le 18 décembre dernier. Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez la retrouver au format vidéo. Je vous mets le lien en barre de description. Vous pouvez également partager et liker, me laisser un commentaire si vous avez des questions et si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, @bazarhistorique. Comme d'habitude, c'est en barre de description également. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez quand vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain pour une vidéo face cam et mercredi prochain pour votre vidéo d'histoire. C'était Bazar Historique. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao.